Mise en œuvre de la démarche d'ingénieur, je passe assez rapidement là-dessus. J'ai extrait donc ce graphique-là du document d'accompagnement qui en fait fait cohabiter sur le même graphique la démarche scientifique que les élèves suivent et qu'ils vont utiliser nécessairement dans les disciplines scientifiques ainsi que la nôtre. Et puis la déclinaison sur la démarche d'ingénieur où on retrouve en fait des compétences, certaines compétences, analysées, expérimentées, modélisées et communiquées en fait que les ingénieurs doivent maîtriser. Alors, ce qui est important, ce qui est très très important, hein, ce qu'il faut qu'on mette en œuvre au niveau de nos activités, c'est, ça vous l'avez bien compris aussi, j'imagine, hein, c'est en fait les écarts, la mesure d'écart, l'identification et l'évaluation des écarts entre le système souhaité, c'est-à-dire en fait le cahier des charges, hein, ce qu'on attend du produit qu'on va être amené à concevoir, le système réel, ses performances, et puis le système simulé, modélisé, d'accord, qui sera en fait une projection de la réalité. Et donc sur ces trois systèmes-là, on va identifier donc les trois écarts que vous avez. Hein. Et donc c'est autour de la mesure, l'évaluation, l'identification de ces écarts, en fait, qu'on doit bâtir en fait, toute notre progression pédagogique. Alors, vous verrez cet après-midi, là j'ai repris un exemple, uniquement les photos, hein, mais c'est Daniel Scherer qui vous présentera ça, où en fait il y a une activité, une séquence intéressante qui traite un petit peu de l'habitat au niveau donc de l'efficacité énergétique des enveloppes, où on part effectivement du cahier des charges, hein, qui est le plan de l'habitation, le système réel qui a été instrumenté et dont on a les relevés de mesure, et puis la modélisation qui est faite avec un produit spécifique et qui permet donc d'identifier et d'évaluer ces écarts-là. Et le fonds de commerce, hein, si je puis dire, de nos enseignements au niveau des activités élèves, eh bien c'est les 4 points, hein, c'est vérifier les performances, proposer, valider des solutions et des modèles, prévoir les performances d'un système et proposer des architectures de solutions. C'est-à-dire qu'on gravite autour de ces 4 grandes thématiques-là. C'est une approche par compétences. Alors, on y reviendra dans l'évaluation du sujet, des projets, je serai ouvert à vos questions naturellement, c'est-à-dire qu'en fait, vous l'avez vu sur les fiches d'évaluation qui sont sorties, qui sont parues au BO, on évalue bien des compétences. Alors, on évalue les savoirs, pourquoi? Parce que finalement, les compétences, c'est l'aptitude qu'a finalement un élève à mobiliser des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être en vue de répondre à une tâche particulière dans un contexte donné. Et donc la mobilisation de ces savoirs, savoir-faire et savoir-être, en fait, sont des compétences qu'il faut donc faire travailler chez nos élèves. Donc on évalue bien des compétences et plus uniquement des savoirs. Alors, les préconisations pédagogiques. On rentre un petit peu là dans le vif du sujet. L'approche reste toujours centrée sur des systèmes pluritechniques. Ces systèmes pluritechniques sont un peu différents, sont plus les mêmes que ceux qu'on a pu connaître tout à l'heure. Jean-Claude vous en parlera d'une manière un peu plus approfondie, en intégrant évidemment tous les génies. Les séquences pédagogiques. Alors ça, c'est un autre concept un petit peu nouveau aussi. Les séquences pédagogiques, c'est tout ce que vous allez créer en termes d'activité. Vous devez faire en ayant présent à l'esprit que vous développez, vous faites travailler des compétences à vos élèves, indépendamment du support retenu. C'est-à-dire qu'il faut que le support, finalement, soit voilà, interchangeable très, très facilement. Le support étant un artifice, on va l'utiliser, un artifice qui va permettre de faire travailler des compétences. D'accord? Mais changer de support ne doit pas, à un moment donné, remettre profondément en cause l'activité et le fil conducteur, du moins, que vous avez élaboré. Les TP, donc, qui sont une modalité pédagogique, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, je ne reviens pas dessus. Les élèves travaillent en îlot autour d'une problématique technique commune. Ça, on en reparlera aussi un petit peu au niveau des activités tout à l'heure. L'idée, c'est vraiment au niveau de l'organisation spatiale, faire travailler les élèves par 4, par exemple, sur une problématique commune. Rien n'empêche après de faire des déclinaisons d'activités en binôme sur du matériel, du logiciel ou autre. Et puis l'approche pédagogique est toujours centrée sur le centre d'intérêt. Alors, ces centres d'intérêt, vous les avez sur le document d'accompagnement. J'insiste bien, les centres d'intérêt ne sont pas contractuels, c'est une aide pédagogique à destination des enseignants. On vous propose cela parce qu'il nous semble les plus pertinents. Rien ne vous empêcherait sur le principe d'en prendre d'autres. Alors, ce qui est important quand même, c'est que ces centres d'intérêt, finalement, gravitent
toutefois toujours autour des trois écarts mesurés, et puis des trois systèmes, des trois représentations qu'on a des systèmes, hein, le système souhaité, cahier des charges, système réel et système simulé. Bon. Et puis vous voyez qu'à un moment donné, on parle de chaînes, etc., mais dans ces centres d'intérêt, on n'a pas clairement identifié un champ technique particulier, hein, c'est suffisamment générique pour pouvoir avoir une approche globale, externe et descendante. Alors, pour justement donner un petit peu de sens aux enseignements, l'idée, ça c'est important, il faut absolument que l'entrée soit globale, externe évidemment au produit qu'on étudie, hein, on ne va pas tout de suite étudier la petite solution constructive relevant de tel ou tel champ en particulier, et puis l'entrée donc elle est descendante, hein, ça veut dire qu'on part bien d'une question sociétale, ça c'est important parce que c'est aussi ce qui va vous permettre, je pense, de pouvoir capter une nouvelle clientèle, entre guillemets, excusez ces propos un peu marketing, mais bon, l'idée étant, si vous voulez, alors ce graphique-là, vous le connaissez aussi, il est issu du document d'accompagnement, l'idée étant que, à la fin de la séquence pédagogique, il faut que vous ayez clairement identifié en quoi la technologie peut répondre à des grandes questions sociétales. Voilà, c'est ça, donc quels sont les éléments, qu'est-ce qu'on a pu valider, simuler, etc., expérimenter, et qu'est-ce qui peut apporter une réponse à des questions qu'anime notre temps. Alors, autre point particulier, c'est l'étude de cas, à ne pas confondre avec l'étude de dossier technique. Donc là aussi, ça nous a fait, je me remémore des réunions assez houleuses finalement avec les deux groupes d'écriture. Moi j'ai participé au groupe STI 2D et non pas au groupe SSI, et c'est vrai qu'on a eu un petit peu de divergence, alors ce qui a conduit à mettre en place l'étude de dossier technique en STI 2D, l'étude de dossier technique qui est en fait une activité particulière, hein, c'est une activité, et l'étude de cas en SSI qui est en fait un conteneur. Alors je ne sais pas si vous l'avez perçu en tant que tel, mais une étude de cas en SSI, c'est en fait un packaging complet qui à la fois donc, comprend les activités, alors ça je ne sais pas si vous le voyez bien, les activités que vous allez pouvoir mettre en œuvre avec vos élèves, de l'activité de recherche, de l'investigation, de l'activité pratique, etc. etc. Et puis avec une certaine modalité, une certaine organisation. C'est-à-dire que l'étude de cas, vous la traitez en classe entière, vous la traitez en groupe à effectif réduit, vous la traitez sous forme d'activité dirigée, enfin voilà, vous la traitez comme vous voulez. Donc vous voyez, c'est en fait un dispositif à géométrie variable qui à la fois englobe un ensemble d'activités, enfin toutes les activités qu'on trouve en centre d'ingénieur, d'accord. On pourrait mettre du mini-projet là-dedans aussi, et puis des modalités d'organisation relevant de la structure, classe ou groupe à effectif réduit. Autour de ça, j'ai donc mon classique, dossier numérique, c'est du travail collaboratif avec les 4 élèves en îlot, et puis donc je prends appui sur un système technique. L'entrée, c'est la question sociétale. Ensuite, il y a une phase d'appropriation de la problématique. Alors vous verrez cet après-midi, il y a des choses, me semble-t-il, j'en fais un peu la promotion, c'est normal, très intéressantes sur les activités que vous proposez les collègues, où à un moment donné, il y a une question sociétale posée, et puis il y a une appropriation de la problématique qui se fait en classe entière. Alors, c'est à la fois de la question sociétale et d'appropriation de la problématique, qui se fait en classe entière et qui permet finalement aux élèves de bien comprendre le contexte d'étude. Et après, chacun se dispatche sur ses activités qui lui sont propres en îlot. Phase de restitution. Alors là, j'ai rajouté entre parenthèses éventuellement, parce que vous avez été nombreux, et alors c'est marrant parce que c'est marrant, façon de parler, je l'ai encore entendu hier de la bouche d'un élève qui, alors en STI 2D, là, mais qui nous dit, qu'est-ce que, en gros, il pose la question, tiens, qu'est-ce que vous faites en eux, qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous plaît pas, comment vous percevez ça, etc. Et la gamine nous dit, on fait que des PowerPoint. Bon. Alors, ça, ce sentiment-là, effectivement, je pense qu'il n'est pas unitaire, hein, je pense qu'il est un petit peu partagé. Et puis, c'est des remontées que vous me faites régulièrement en disant, oui, mais bon, les gamins, ils en ont marre qu'on fasse que de la restitution. Alors oui, effectivement, peut-être qu'on est allé un peu trop loin, c'est-à-dire que il y a des activités
qui sont intéressantes en termes de restitution dès l'instant où les N kilos font des choses différentes. C'est intéressant qu'après la classe ait une vision globale sur ce qui a été fait, mais je pense que si à un moment donné vous faites des activités que vous menez de front, surtout n'allez pas faire restituer les élèves pour que chacun réexplique à tout le reste de la classe ce que tout le monde a fait. Vous voyez, là effectivement, il faut faire attention de ne pas tomber dans le travers. Donc c'est pour ça que j'ai bien dit éventuellement, pas obligé de les faire restituer à chaque fois. Bon. Par contre, ça se termine toujours par une structuration des connaissances. Alors là, je suis dans une phase plutôt inductive, hein, vous l'avez bien compris. Ce qui est important à mon sens, je pense, quand vous aurez ficelé vos activités, c'est vraiment d'avoir cette liaison, vous voyez, ce passage, je parle de la question sociétale, et à un moment donné, vous, enseignants, vous apportez des connaissances, hein, mais aussi comment les connaissances que j'ai acquises, que j'ai fait passer à mes élèves, me permettent finalement de répondre à des problématiques techniques de grande envergure. Hein, ça, c'est très très important d'avoir finalement cet aller-retour. Rappelez-vous, hein, il y a de ça quelques années, à l'époque, je n'occupais pas cette fonction-là, mais je m'occupais un petit peu de la filière SSI. Hein, on parlait beaucoup de, vous savez, l'aller-retour. Hein, c'est-à-dire qu'à la fin, on revient un peu au niveau global du système et en quoi le système répond, etc. etc. On avait déjà ce discours-là. Je crois que maintenant, en fait, il faut l'élargir davantage, ce discours, pour englober donc cette question sociétale. Les temps pédagogiques, je vais passer rapidement là-dessus. Bon, je pense que c'est clair au niveau sémantique, hein, séance de formation, unité de temps élémentaire. Séquence de formation, c'est un ensemble pédagogique cohérent. Hein. Vous avez des savoirs identifiés, des activités adaptées, structuration de connaissances, surtout articulé autour d'un centre d'intérêt. Hein, ça, c'est votre fil conducteur. Ça, c'est important. Pas multiplier les centres d'intérêt, parce que souvenez-vous, quand vous êtes en phase déductive, in fine, vous devez structurer les apprentissages. Hein. Moi, si j'ai devant moi 4 îlots ou un peu plus d'élèves qui travaillent sur des champs complètement différents, si vous me demandez à moi de structurer les apprentissages, je ne sais pas faire. Hein. Je ne vais pas vous le demander à vous non plus, évidemment. Pas facile. Hein. Il faut vraiment centrer toutes les activités autour d'un fil conducteur, un fil rouge, de manière à structurer les connaissances de manière efficiente et puis, on va dire facile, hein, pour vous, sur une thématique particulière. Ce qui est important, alors là-dessus, effectivement, vous ne serez sans doute pas nommé, enfin, comment dirais-je, vous ne serez pas sur un même pied d'égalité, mais votre organisation pédagogique est bien sûr tributaire de l'organisation que vous aurez définie au sein de l'établissement. Hein. C'est-à-dire que vous avez un certain nombre d'heures, les 6+1 et 6+2, et comment vous architecturez tout ça pour faire en sorte que vous puissiez faire des activités en groupe allégé. Alors, à hauteur de combien? 1 heure, 2 heures, 3 heures, voilà. Donc ça, avant d'élaborer quelques séquences que ce soit et quelque organisation que ce soit, il faut évidemment que vous connaissiez la structure de fonctionnement de votre établissement. Caractérisation d'une séquence, je vais passer aussi assez rapidement là-dessus parce que je pense que c'est des choses que vous connaissez quand même la plupart du temps. Alors, la méthodologie en fait, pour mettre en œuvre cette progression. Donc l'idée, c'est vous proposer une stratégie et des outils pour que vous puissiez faire un enseignement cohérent, alors tout seul ou à deux, bon évidemment vous êtes à deux, hein, mais un enseignement cohérent surtout. Moi ce qui compte toujours c'est le point de vue de l'élève, hein. Je mets toujours à la place de l'élève, moi élève, comment je perçois tout ça. Il faut que l'élève ait à la fin du compte reçu un enseignement cohérent sur tout le cycle terminal, première, terminale, d'accord. Il y a des changements de professeurs, changements d'équipe, j'en passe les meilleurs. Il faut que cet enseignement soit cohérent et que pour lui ça ait du sens à la fin. Donc l'idée c'est que vous bâtissiez cette progression avec cet objectif-là avant de débuter et de prendre la plume. Alors pour cela, vous vous appuyez bien sûr l'organisation de l'EPLE. J'ai 6 heures à ma disposition. Qu'est-ce que je fais en classe entière? Qu'est-ce que je fais en groupe allégé? Bon. Alors il y a quelques préconisations. Vous les suivez ou vous ne les suivez pas. Vous ne pouvez pas les suivre non plus, compte tenu des moyens contraints. Bon. Vous vous appuyez sur les compétences du programme, bien évidemment, les centres d'intérêt, la matrice de croisement compétences centres d'intérêt que je vous présenterai tout à l'heure, les stratégies pédagogiques retenues, et puis, bien évidemment, les supports de laboratoire. C'est pas un ordre d'importance, quoique, finalement, je pense que c'est un ordre d'importance. Si on me demande de les trier comme ça brutalement tout de suite, je vous dis oui,
En premier, c'est quand même l'organisation de l'EPLE. Vous n'avez pas proposé des activités en groupe à effectif réduit de 3 heures, si vous avez qu'une heure à disposition, hein. C'est clair, bon, etc., etc. Et pour ce faire, donc, on vous propose donc alors c'est un fichier Excel. Moi, je vous propose de l'utiliser. Alors, vous ne pourrez pas lire tout, mais je vais vous commenter les onglets, vous l'aurez bien évidemment à disposition. Donc, vous avez différents onglets. Alors, là, évidemment, je suis en description. Vous avez, vous voyez, sur les deux colonnes G et H, donc, les volumes horaires moyens conseillés pour chaque compétence, c'est par niveau. Conseillé. Ensuite, vous avez donc sur ce premier onglet, en fait, je ne déroule pas, enfin très rapidement, toutes les compétences, capacités, etc., savoir aborder. Voilà. Sur le deuxième onglet, vous avez le centre d'intérêt, ce sont nos 5 centres d'intérêt que je vous ai présentés tout à l'heure. Les périodes de formation, l'organisation, les supports. Là, vous avez un certain nombre, c'est un fichier exemple, un certain nombre de supports, vous mettrez les supports que vous avez à disposition. Les activités, donc vous faites des activités de type court, déductif, en classe entière, de type court, inductif, de type effectif allégé, activité pratique, démarche d'investigation, ben voilà, vous avez donc l'ensemble de vos activités, avec donc évidemment salles et moyens nécessaires. Et puis les deux derniers onglets sont intéressants, ce sont des onglets identiques à ceux que vous avez sur le bac STI 2D. L'idée en fait c'est que vous ayez des fiches tableau de bord pour organiser votre séquence. Là en fait on est, vous voyez, sur une fiche séquence, c'est la première fiche. Alors je ne vais pas tout détailler, mais vous avez les centres d'intérêt abordés. Là on parle sur un nombre maximum d'élèves par groupe de 18, c'est indicatif. Hein. Vous avez les centres d'intérêt, pardon, j'ai déjà parlé de ça, nombre de semaines, donc cette séquence-là dure 2 semaines. Vous avez le total horaire, etc., etc. Et puis ce qui est très intéressant, c'est le cœur de cet onglet, en fait, c'est cette partie-là. Voilà, ici au milieu, tout ça, là. Parce que là, vous avez en fait le découpage chronologique avec votre organisation spatiale. Vous voyez, là, vous avez en fait 3 îlots, peut-être 6 îlots identifiés, voilà, sur lesquels vous allez faire travailler vos élèves, sur du matériel, là on parle de poste informatique, durée d'activité, etc., etc. Et puis derrière, vous avez un autre onglet qui s'appelle l'activité 1, où là vous définissez les activités avec donc, les objectifs de formation, les ressources nécessaires, activités proposées, etc. Et puis les contenus abordés sur le bas de la fiche. Voilà. Alors, ce fichier-là, c'est un petit peu le tableau de bord, hein, tel qu'on le préconisait il y a quelques années. Là, hein. Ça vous permet finalement d'avoir une visibilité sur votre dispositif de formation. Il faut que vous le mettiez en place, à mon avis, très rapidement, à la rentrée prochaine. C'est évidemment un document évolutif, l'idée étant que vous fassiez un point régulièrement, surtout en fin d'année, en disant voilà, cette année j'ai fait tout ça, est-ce que j'ai couvert, est-ce que j'ai atteint mes objectifs, qu'est-ce qui me manque, qu'est-ce qu'il faut que je modifie, que j'ajoute, je supprime, j'ai peut-être passé trop de temps sur tel ou tel point, etc. etc. C'est un outil de pilotage, d'accord? Voilà. Je ne vous cache pas que c'est quelque chose que, lorsque je passerai vous voir, j'aimerais bien voir, qui sera rempli partiellement, complètement, c'est pas le problème, mais oui, c'est un outil de pilotage, un outil d'aide. Voilà. Donc je pense que c'est important, c'est ce qui permet pour vous d'avoir une vue globale sur votre dispositif de formation et pouvoir l'évaluer en disant finalement je passe trop de temps, là ça va pas, ça s'est pas bien passé, je couvre pas, je prends pas cette compétence-là, etc., etc. C'est ça l'idée, hein, simplement. Voilà. Alors si vous trouvez un outil plus adapté, il n'y a aucun souci. Hein. Voilà, nous c'est une proposition qu'on fait, ce fichier n'est pas de moi. C'est donc un collègue lié à IPR, Philippe Lefebvre de l'Académie de Dijon, qui l'a élaboré dans le groupe de travail SSI. Voilà, il l'a proposé au séminaire national. Moi, l'outil est très intéressant, pertinent. Il a surtout le mérite d'exister. Et je pense que ça peut réellement contribuer à votre efficience pédagogique. Oui. Le fichier Excel du même type sur la STI 2D qui était extrêmement intéressant, c'était le tableau croisé qui a été fait, qui nous a permis de mettre en place en tout cas sur le transversal.
entre les compétences et l'essai le centre d'intérêt. Il n'est pas ici, c'est-à-dire on l'a vu. Oui, parce qu'il est là. D'accord. Voilà. L'autre, c'est plus tard, parce que c'était en plus découpé avec mon horaire. Oui, alors ça c'est la matrice, hein. C'est ce que j'évoquais précédemment, la matrice de croisement compétences centre d'intérêt. Évidemment, ça c'est un outil élaboré aussi finement qu'en SI2D. Après, peut-être charge à vous d'élaborer en découpant plus finement les centres d'intérêt, bien évidemment. Mais,